tu sais. Non, non! Puis au contraire, moi, je me dis justement, je veux pas devenir le local de Pella pour être au-dessus de personne. Encore une fois, là, je me sens comme je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. De quoi vous avez besoin? Là? Vous avez besoin d'un autre programme d'entraînement, vous avez besoin des documents gratuits, vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin d'un groupe de motivation. Qu'est-ce que vous avez besoin? Là? Je vais être là pour donner des outils. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qu'on affectionne particulièrement parce qu'elle a vulgarisé beaucoup le métier et elle a connecté, ça a beaucoup parlé à tous les professionnels de la petite enfance qui la connaissent. C'est nul autre que Priscilla qui est ici, donc du local de Pella, que beaucoup de gens suivent et connaissent. On est très content de t'avoir avec nous pour parler de tout un tas de trucs, de ta vie, de l'évolution de ta carrière aussi. Avant, on a une petite question pour toi qu'on aime poser à tous les invités. OK. Priscilla, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, j'étais très lunatique. J'étais très, très lunatique. Je pense que tout le monde me connaissait pour ça, particulièrement. Puis, drôlement, je pense qu'en plus, on en entend souvent parler, mais moi, par exemple, dans mon travail d'éducatrice, les enfants lunatiques, c'est ceux qui viennent le plus travailler ma patience. Ouais, bizarrement. Plus qu'un enfant qui va faire des grandes colères ou des trucs comme ça. Un enfant qui est super lunatique, qui traîne de la patte. Ça vient vraiment plus me chercher parce que c'est un reflet de toi un peu. Oui, je pense. Je suis sûre, tu sais, j'ai déjà entendu des choses comme définitivement, ça vient te chercher parce que tu dis, il m'énerve, lui. OK. Très lunatique. Qu'est-ce qui t'a amené à être éducatrice? Moi, je suis comme curieuse de... tu l'as probablement parlé à un moment donné dans tout ton contenu, mais je suis curieuse de l'entendre. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller... dans ce milieu-là, dans le milieu de la petite enfance. Merci. Ben, moi, j'ai toujours voulu être enseignante. OK. Comme quand j'étais petite, là, je faisais même des semblants de faire mon enseignante. Puis ça a tout le temps comme été à l'intérieur de moi. Puis pour être enseignante, ben, je me suis dit, je vais passer par la technique en éducation à l'enfance au cégep parce que ça me tentait pas de faire un prix universitaire, là, sciences humaines, quelque chose. Je voulais tout de suite être dans le concret. Puis ma meilleure amie, elle allait là-dedans. Fait que j'étais comme, ben, on va faire la technique ensemble. Puis finalement, j'ai fait de la technique. J'ai réalisé que j'aimais quand même vraiment ça. Fait que là, ça m'a déjà un petit peu accroché, mais moi, puis ça, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà raconté, là. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu passer, mais j'ai coulé mon dernier stage au cégep. Il y avait 3 stages dans le temps, puis j'ai coulé mon dernier stage. Puis j'avais eu bien de la peine. Ouais. Puis là, finalement, je suis sortie du cégep, j'ai eu un DEC sans mention. Puis je suis allée à l'université en adaptation scolaire et sociale parce que c'est comme si ma technique en éducation à l'enfance, je me disais, là, j'aime les petits, mais je veux vraiment être prof. Là, j'ai toujours voulu être prof, mais j'aime ça, les besoins particuliers. Fait que je me suis dit, je vais aller comme orthopédagogue dans les écoles. Je suis allée faire mon... Ben, non, j'ai pas fait mon bac. J'ai fait 1 an au bac pour réaliser, non, c'était pas nécessaire, j'aime les petits. J'aime vraiment les petits. J'aime mieux travailler aussi en prévention que... En curatif, finalement. Oui, c'est ça. Là, j'aime ça, la petite enfance. Puis oui, les besoins particuliers, mais plus les besoins particuliers comme... Pas les besoins particuliers, mais les besoins du cœur, l'estime de soi, la confiance, la timidité. Moi, j'aime ça, travailler ça avec les enfants 0-5 ans. J'aime ça, les petits. Fait que je suis retournée au cégep pour refaire mon stage final que j'avais coulé au départ. Puis, en même temps que ça a été... dur sur ma confiance en moi, mettons, d'avoir coulé mon stage. Je trouve que maintenant, j'aime tellement ça en parler parce que je trouve que ça démontre à quel point c'est pas acquis d'être éducatrice. C'est pas acquis, c'est acquis, justement. C'est pas inné. C'est pas inné, c'est pas... je suis faite pour être il y a du travail, il y a des études, là, il y a des connaissances à acquérir, puis qu'il faut que tu fasses la preuve que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Puis la notion d'échec et de persévérance aussi. En fait, moi, j'ai la même affaire. Là, j'ai raté mon mémoire d'éducatrice spécialisée, le premier, puis ça fait mal dans son cœur, là, puis tu le repasses et j'ai mon diplôme, mais n'empêche que j'aurais pu continuer sans diplôme et ça aurait été OK aussi, en fait. Oui, c'est sûr. Mais une chose que j'ai réalisée, par exemple, c'est quand je suis retournée au cégep finir ma technique, entre
mon retour, mettons, entre mon départ à l'université puis mon retour au cégep, j'ai travaillé pendant 1 an dans une garderie privée. Puis quand je suis retournée faire ma technique, là, je connaissais du concret. Je voyais les outils qui me manquaient. Puis je suis retournée au cégep tellement plus motivée parce qu'au début, quand tu arrives au cégep, tu sors du secondaire, tu es habitué d'être à tes cours comme ça. C'est comme, tu n'es pas intéressé d'écouter vraiment ce que les profs vont en dire. Tu ne réalises pas à quel point tu vas en avoir de besoin de ce que tes profs te disent. Fait que ça, j'ai vraiment aimé quand je suis retournée avec une plus grande maturité, plus de désir, là, vraiment. De volonté. Que mes profs, tu sais, je regardais mes professeurs, puis j'étais comme, donnez-moi des outils, là, tu sais, je vous écoute. Fait que. C'est tellement difficile de, choisir sa profession. Puis après ça, justement, t'arrives, t'as 17, 18 ans, t'es au cégep, puis t'es comme, bon, on va-tu prendre de la bière? On va-tu. On va. C'est comme, t'es pas rendu là nécessairement, puis c'est très rare, le monde qui vont dans des techniques ou même chose pour les prix universitaires, de savoir vraiment où est-ce que tu t'en vas. Faut dire que ça reste une période qui faut en profiter aussi. Là. C'est normal de pas savoir exactement. Hein. Puis en effet, il y a tout, puis ça, on va en parler aussi de l'évolution de carrière. Là, en fait, avant, tu choisissais un métier, tu restais à vitam aeternam jusqu'à ta retraite et c'était ça. Aujourd'hui, on a, je pense, 7 emplois. Je pense que c'est ça l'étude qui avait été nommée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que t'es plus accord merci pour ton employeur. Il y a plus cette espèce d'attachement. Il y a une valeur travail, une génération qui est différente, le rapport au travail et tout ça. Puis on pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a effectivement une versatilité dans le choix des métiers. C'est pas parce que tu as choisi un métier, mettons à 17, 18 ans, 20 ans, que ça va être celui-là pendant toute ta vie. Là. Fait que, puis t'en es la preuve vivante et nous également, ceci dit, là. Justement, en fait, on le sait, t'es éducatrice donc maintenant et depuis quelque temps. Depuis combien d'années t'es 10 ans. 10 ans. J'ai fait 10 ans. Tu as fait tes 10 ans. OK. C'est comme une espèce d'étape dans ta tête, le fait de passer 10 ans, il fallait comme changer ou pas tant ou... Non, pas nécessairement, non. Ça s'est vraiment juste fait avec les projets qui ont pris tellement de place que ça a comme... C'était vraiment... à temps égal dans ma vie, là, mon travail à temps plein comme éducatrice, puis le local de Pella. Puis là, ça se confrontait, on dirait que au travail, je pensais au local de Pella. Quand les soirs de semaine, je pensais à mon travail d'éducatrice. Fait que ça prenait trop de temps. Là, je comprends. Justement, donc t'es éducatrice de jeunes enfants, tu traverses ce deuil de stage et en même temps tu arrives finalement à obtenir ton diplôme d'éducatrice, tu travailles comme éducatrice, puis il y a un moment donné le local de Pella apparaît. Est-ce que tu veux nous parler de ça et pourquoi le local de Pella, d'où ça vient? Est-ce que Oui. En fait, je me suis beaucoup inspirée, je sais pas si vous les connaissez sur Instagram et Facebook aussi, c'est 2 filles autrement qui étaient autrefois 3 filles autrement. Puis c'est 2 profs au primaire qui partagent leur quotidien d'enseignante, qui partagent beaucoup de documents gratuits, beaucoup leurs outils de travail, leur quotidien, qui sont super inspirantes. Puis moi, ça me motivait vraiment dans mon travail, mais on n'avait pas vraiment la même profession, tu sais. Fait que, autant que ça m'inspirait, autant que des fois, j'étais frustrée parce que tous leurs beaux outils, je pouvais pas les utiliser. Puis on dirait que j'étais à la recherche d'une fille comme eux, mais éducatrice qui allait me motiver. Puis c'est là que m'est venue l'idée de me dire, je pourrais le faire, moi. Je pourrais le faire. Tu sais, je pourrais essayer de le faire. Je gape, moi. Oui, c'est ça. Puis au départ, j'avais eu dans l'idée, je voulais que ça s'appelle l'espace 05 ou l'espace 02, parce que dans ce temps-là, j'étais à la pouponnière. Puis en tout cas, j'hésitais, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que la première personne à qui j'ai parlé de mon idée du local de Pella, c'est un de mes cousins. Parce que j'ai décidé d'en parler à lui parce qu'il a beaucoup travaillé en communication, marketing, etc. Puis là, j'étais comme là, j'ai comme une idée, là, puis je suis vraiment gênée là, parce que je voulais pas en parler à personne. Tu sais, c'est gênant. Quand tu veux faire des affaires sur les réseaux sociaux, on dirait que t'as pas du jugement. Symptôme de l'imposteur aussi. Là. Quand tu commences, les premières choses que tu fais, là, t'es tout seul à les faire, puis ta mère qui est comme... Il y a ma mère qui like. C'est ça, c'est semble à ça. Maximum. Oui, c'est ça. Fait que j'étais super gênée, puis j'en avais parlé à lui, puis il m'avait dit, oui, c'est une bonne idée. Tu sais, pourquoi pas, tu pourrais inspirer des gens, puis garde, au pire, si t'inspires personne, tu sais, pas grave, tu le fais pour toi, là, tu sais. Mais il m'avait dit, moi, j'appellerais pas ça l'espace 05. Il faudrait que ça soit plus
personnel à toi, tu sais, parce que là, l'espace 05, ça fait comme si c'était un organisme ou comme si c'était une garderie. 05 aussi, là, il y a comme une connotation avec... Oui, fait que c'est avec ce super bon truc-là que je suis repartie chez nous. Puis 8 mois plus tard... Ah ouais, le temps de la maturation. Oui, parce que j'étais stressée de toute façon. Puis j'ai comme, oh non, je peux pas le faire de bord, là, je sais pas. Puis ça m'est venu parce que Pella, justement, je travaillais à Pouponnière dans ce temps-là. Puis les enfants, les bébés, sont pas capables de dire Priscilla. Fait qu'ils disaient Pella. Puis j'ai même une petite vidéo là, d'un enfant que j'ai eu qui dit Pella. c'est vraiment cute. Fait que là, je me dis, le local de Pella, tu sais, c'est mon local, c'est mon espace, c'est là que je vis ma vie, que je vis toutes mes émotions, que je vis, tu sais, il s'en passe des affaires dans ces 4 murs-là. Là. C'est ça. Fait que le local de Pella, je trouvais que ça me représentait. Puis je me suis dit, OK, je vais commencer, je vais partager mon quotidien sans prétention, juste mes outils de travail à moi. Je ne vais pas dire à personne d'autre quoi faire. Tu sais, même quand je viens à des podcasts comme ça où il y a des personnes qui veulent me recevoir sur un live Facebook ou sur des événements comme ça, je me dis, mais je ne veux pas venir comme en tant qu'expert trop. Tu sais, on dirait que j'ai tellement peur de, justement, c'est le syndrome de l'imposteur. Là. Je pense, je veux pas dire à personne quoi faire. J'ai la même formation que toutes les autres éducatrices. Tu sais, je suis pas meilleure que personne, mais j'ai envie de partager, moi, mes outils qui fonctionnent avec moi, puis tout le monde devrait le faire, là, tu sais, on s'entraide. Mais en fait, tu vois, je trouve ça intéressant parce que je pense que tout le monde a un bagage à partager, puis il y a souvent des gens qui n'ont pas nécessairement le contenu de meilleure qualité ou qui font, puis qui deux autres, ils disent, tu sais quoi, moi j'ai le gars, je le fais. Puis en fait, au final, tout le monde pourrait participer à ce genre de mouvement-là ou de vagues-là. Tu sais, on a toutes des expertises. Puis comme tu dis, tu te places pas comme faut pas se placer comme un expert. Je veux dire, de toute façon, des experts dans des milieux qui sont aussi... La petite enfance, là, c'est varié, puis c'est changeant. Puis fait que si tu arrives et tu te présentes comme un expert, tu peux être, si tu as vraiment fait de la recherche ou quoi que ce soit sur un sujet très précis, puis que tu as fait beaucoup de travaux, puis tu donnes des conférences, bon, peut-être, mais sinon, la réalité, c'est qu'on n'a jamais la vérité. Il n'y a jamais une solution miracle de toute façon. Là. C'est comme la médecine. Il n'y a pas de blanc ou de noir. Il y a juste du gris. Ça dépend de chaque enfant. Contexte, ça dépend de chaque adulte, chaque intervenant. Tout va changer tout le temps. Là, fait que... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, c'est la démystification et en même temps, le côté humour que tu utilises, en fait. Et en fait, je trouvais que il y avait très peu de ma connaissance. En même temps, moi, encore là, on le dit, je suis une experte de rien du tout, hein, mais à part de mon téléphone, je me dis, tiens, Laure, elle me parle vraiment beaucoup. Parce que, en fait, je trouvais que il y avait cette espèce de connexion terrain. En fait, puis, tu sais, quand tu disais, oui, je suis éducatrice, évidemment, qu'on me vomit dessus. Et tu es comme, oui, c'est vrai qu'on m'a vomi dessus et que je ressemble à rien le soir. Et en fait, cette espèce de connexion au terrain avec non, je peux pas toujours sourire et oui, il m'énerve ton enfant des fois, mais je les aime pareil et oui, en même temps. Fait que cette espèce de d'ambivalence exactement, là où tu dis des fois j'ai envie de hurler parce que tu m'énerves, toi, parent qui arrive en disant oui, mais c'est parce qu'il y a des pépites de chocolat dans le muffin, comment ça se fait, puis c'est parce qu'ils aiment ça, les pépites de chocolat, et en même temps tu comprends parce que tu veux que respecter en tout cas toute cette espèce d'amalgame que peut y avoir, tout ça c'était dans tes vidéos, et je trouvais que pour une fois on en parlait avec humour, sans juger, sans pointer du doigt, sans les pratiques éducatives, les interventions éducatives, sans se positionner comme faudrait mieux que tu fasses comme ça serait bien. Fait que j'ai beaucoup apprécié ça, et c'est aussi pour ça que on trouvait ça intéressant de te rencontrer et de venir ici pour parler à la fois de cette connexion terrain, mais aussi des outils qui t'ont permis d'arriver à peut-être tu parles du local de Pella, de ton expérience. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, comme éducatrice? Est-ce que le local de Pella t'a aidé à mieux voir ce que tu voulais transmettre? Est-ce que t'as des outils plus concrets que tu sais, comme, mettons, il y en aurait 5 d'outils là que tu veux amener en disant, moi, dans mes 10 ans, ces 5 outils-là ont été essentiels. Mettons, là, tu sais. Je pense que mon premier outil indispensable, c'est mes collègues. Puis je pense que c'est justement pour ça que j'aime autant le local de Pella. C'est parce que j'ai 50 000 collègues de plus, là, tu sais. À mon travail, j'en ai 6, mettons. Beaucoup de café à partager, ça, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais mes collègues, je trouve que des fois, on cherche des idées, puis des nouvelles idées, puis nos collègues ont tellement des bonnes idées, des bonnes méthodes de travail, juste de les observer. Puis, tu sais, j'en parle beaucoup. Je fais des formations, là, justement, pour les éducatrices, puis je parle beaucoup de comparaison.
Parce qu'il faut pas, tu sais, on dit souvent, il faut pas se comparer aux autres, mais en même temps, il y a une belle façon de se comparer aussi, qui est de regarder qu'est-ce que je peux aller chercher chez les autres, tu sais. Fait que mes collègues, c'est mon outil le plus indispensable, autant pour les idées, mais pour avoir de l'aide, pour avoir du support, pour avoir des personnes qui te comprennent dans ta réalité. Tu sais, les éducatrices en milieu familial, des fois, tough, ça doit être tough. Tu sais, je sais que ceux qui sont avec un regroupement, bon, ils peuvent avoir, tu sais, du soutien. S'ils habitent dans un quartier résidentiel où il y a un parc, ben là, peut-être qu'ils peuvent se réunir avec d'autres éducatrices, tu sais, mais sinon, ça, c'est quelque chose que moi, je ferais jamais, là. Être en milieu familial, j'ai trop besoin de... Connecter avec d'autres de connecter. Puis, c'est vraiment ça. Ouais. Fait que mes collègues, ça serait vraiment mon outil numéro 1. Sinon, my God, outils comme de travail. Ce qui se passe en tête, moi, je sais pas. J'aime beaucoup mes agendas. Je vais les plugger, mais j'en ai plus, fait que ça sert à rien de les plugger. J'en ai plus pour cette année. Mais non, mes agendas de planification, moi, je suis quelqu'un... J'aime ça quand c'est structuré, quand tout est écrit, tu sais, comme quand tout est clair, quand tout est ordonné. J'aime vraiment l'organisation. J'ai des petits tocs, je pense, des fois. Mais, fait que j'aime vraiment ça. Tout ce qui est des feuilles de notes, il y en a tout le temps partout qui traînent dans mon local, des outils pour prendre des notes, autant d'observations que de choses à pas oublier. Même des fois, je trouve que j'ai peut-être trop d'outils d'organisation. Tu sais, des fois, quand tu veux trop t'organiser, on dirait que tu te nuis à toi-même. Parce que tu sais plus, tu as écrit où tes affaires. Puis, tu sais, en tout cas. Je trouve plus mes listes. Je vais trouver ma liste de listes. Puis je vais être capable de me retrouver. Là. C'est ça. Syndrome du post-it, là, tu sais, t'en as 12. Ouais. Mais sinon, on dirait que des outils... tu sais, j'ai plein d'outils de travail qui peuvent m'aider, mais je vais en chercher tellement un peu partout. On dirait que j'aurais pas une source principale là, d'outils. Je trouve que des outils de travail avec les enfants, tu sais, on pourrait parler de pictogrammes ou de quoi que ce soit, mais c'est jamais obligé d'être bien compliqué. Tu sais, des fois, on se complique la vie, puis surtout, là, maintenant, la mode, c'est que ça soit très Pinterest, comme on dit, là, très esthétique, il faut que ça soit beau, puis moi, je suis pas la personne pour parler de ça, là. Je fais, tu sais, plein de documents, justement, parce que je veux qu'ils soient beaux, puis tout ça, mais un enfant... Les pictogrammes, tu pourrais les dessiner, puis ça pourrait avoir l'air de rien, puis ça ferait la job pareil. Là, T'as pas besoin d'avoir une exigence comme ça particulière de design. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Utiliser Mangrove Petite Enfance, c'est utiliser des outils qui sont propulsés par l'intelligence artificielle pour aider à remplir les journaux de bord, les portraits périodiques, mais aussi générer des activités pédagogiques pour les enfants qui sont en lien avec les sphères du développement. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Pour surfer là-dessus un peu, parmi tous les projets que tu as fait avec le local Epela, c'est quoi le projet que tu es le plus fier ou que tu es le plus contente d'avoir accompli au travers de tout le reste? Difficile à dire? Oui, c'est vraiment difficile à dire. Ben là, bientôt, je vais aller à Lyon. Fait que ça, je dirais que c'est un des projets les plus fous. Ça va être cool. Je tremblais derrière mon ordinateur en disant oui. Puis même une fois que j'ai dit oui, je me disais, mais ça se peut que demain, je réécrive puis je dise non, finalement. Là, oubliez-moi. Puis là, les billets d'avion sont achetés, fait que... Plus le choix, c'est ça. Je vais être à Lyon. Je suis peut-être en train de vomir dans les toilettes, là, mais je vais être là. Fait que, mais ça, je dirais que c'est comme le projet le plus fou. J'imagine que je vais en être super fière une fois que ça va être réalisé. Là, mais je pense que aussi, un des projets que j'ai le plus... dont je suis le plus fière... Moi, les projets que je suis le plus fière, c'est quand je réussis à rassembler le plus de monde possible pour un mouvement ou pour quelque chose. Fait que, v'là 2 ans, ça fait quand même longtemps, v'là peut-être même plus que 2 ans, j'avais créé avec une kinésiologue un programme d'entraînement conçu spécifiquement pour les éducatrices à l'enfance, pour nos besoins à nous. Vraiment, là, parce qu'on a mal dans le dos, on a mal aux genoux, on a mal au poignet. Fait qu'elle avait créé vraiment, puis c'était des exercices pas bizarre, là, mais dans le sens, on faisait des exercices du poignet, là, avec des petits poids, là, comme ça. Puis j'étais comme, c'est bizarre, mais on le sait que quand on les fait,
C'est bénéfique. C'est pour ça fait du nous. bien. Ben oui, c'est ça. Oui, fait que ça, puis il y avait vraiment beaucoup d'éducatrices qui étaient rentrées dans le projet. Puis là, j'avais fait un groupe de motivation sur Facebook, puis on postait là-dessus, puis ça, là, ça m'avait fait comme le feeling qu'on est ensemble. Ouais, OK, de rassembler. C'est drôle parce que tu as parlé du congrès, tu as parlé du groupe, du lien, finalement. Puis en fait, nous autres, notre optique, c'est beaucoup ça, c'est de briser l'isolement. C'est que, dans le fond, le congrès ne sera pas en mode juste des conférences. Il y a du réseautage puis de l'échange entre les intervenants et les professionnels de la petite enfance parce que tu es dans ton milieu, tu es avec ta collègue ou tes 2-3 collègues du local, tu es après ça dans ton équipe, mais des fois, la portée de ce que tu peux avoir comme information ou comme on va dire, chose à observer, comme alternative à observer, t'es relativement limité. Puis nous autres, on est beaucoup dans ce mode-là de vouloir être en mode partage puis être capable de, justement, là, mais c'est un peu ce que tu dis. Connecter, j'ai 50 000 collègues. C'est d'aller s'appuyer et d'avoir une comparaison saine, de prendre les bonnes pratiques des uns et des autres et d'accepter aussi le regard de l'autre sur sa pratique. Là, c'est, nous, on a amené ça sous l'angle de l'inclusion, là, dans ce projet-là, de dire, l'inclusion, c'est pas que égal à l'immigration. C'est aussi égal à mon collègue qui est à côté de moi, c'est quoi ses pratiques? Il faut que j'ouvre mes perspectives pour inclure aussi son regard, inclure aussi sa façon d'interagir avec l'enfant. Bon, évidemment, il vaudrait mieux qu'elle soit bienveillante et quand même sympathique avec l'enfant, c'est quand même mieux là. Mais tu sais, il y a cette notion là en effet de collègues et de communauté là finalement qui est importante. Ce que je trouve aussi intéressant dans les outils que je voyais, c'est comment tu as pu apporter l'humour là-dedans aussi, comment tu t'es appuyé. Est-ce que c'est l'humour, tu l'utilises beaucoup aussi avec les enfants ou c'est plus le domaine du local de Pella parce qu'il y a un côté j'ai envie de ventiler, musique, ça m'a fait du bien. C'est drôle parce que l'humour, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser avec les enfants. Parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on est dans nos émotions à nous. Fait que si, par exemple, je commence à perdre le contrôle de mon groupe ou il y a un enfant là, qui commence justement à être en colère, puis là, moi, ça vient me mettre en colère ou moi, je suis dans mes émotions. Fait que c'est pas un réflexe d'aller vers l'humour. C'est vraiment, il faut le pratiquer puis il faut y penser. De se dire, là, si, par exemple, ça va un peu mal à la table, mais que là, je donne la collation, puis là, je dis à un enfant, non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas pour toi. Ben non, celui-là, il est pour moi. Puis là, tout le monde va se mettre à rire, puis là, tu reprends le contrôle, puis tu retrouves de la légèreté dans une situation qui était ça de tomber. Oui. Fait que, mais on dirait que j'y pense pas naturellement. Puis je pense que j'étais de mieux en mieux les 2 dernières années. Je l'utilisais de plus en plus. Puis de peu importe, là, c'est parce que je pense à des blagues qu'on dirait que j'ai pas le droit de dire. Tu peux y aller, moi. Mais là, c'est gênant. Non, mais tu sais, dans le sens, il y a un enfant, exemple, moi, j'aimais ça mettre de l'odeur, là, comme une bonne odeur dans mon local. Puis là, il y avait un enfant qui disait « ça sent bon. » Puis j'étais comme « J'ai pété. » Mais juste ça, c'est comme, ça rend l'atmosphère belle, tu sais. Mais d'y penser, justement, quand t'es à ça de perdre le contrôle du groupe ou que l'énergie est négative, il faut vraiment y penser. Il faut le faire consciemment, je trouve. Mais il y en a peut-être que ça vient plus naturellement d'aller vers les blagues. Moi, j'ai pas l'impression que j'y allais naturellement. Moi, j'étais comme... C'est quoi que tu as travaillé vraiment... Oui, parce que j'y allais souvent... par exemple, là, l'énergie, elle s'en va pour être négative. Ben là, quelle intervention je vais faire? Tu sais, j'étais plus en mode professionnel. Mais l'humour, c'est un outil professionnel. C'est juste qu'on le voit pas comme ça, puis je l'utilisais pas naturellement, non. Mais j'étais de mieux en mieux. En même temps, c'est pas mal. Le local de Pella, c'était beaucoup ça, là, les chansons que tu faisais au départ. Puis avec l'espèce d'humilité, là, je trouvais que t'amenais un genre, c'est vraiment nul. Mais puis il y a des moments où on perçoit que c'est pas fort. Bah, évidemment, t'es pas chanteuse, hein, pardon, non. Mais... oh non! Mais... je pensais que j'étais super bonne. Ça me fait mal. Mais c'était, c'est ça, cette espèce d'humilité de te mettre un peu à nu dans l'idée parce que, je me sens très vulnérable quand je chante. Très vulnérable. Ça aussi, je tremble quand j'ai le public. Ça paraît pas tant, je te dirais.
Puis là, ta vie a changé, ta vie professionnelle a changé dans les derniers mois. Tu as décidé de faire le move. Un move que tu avais essayé de faire, je pense, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Oui, bien dans le fond, j'étais tombée en année... J'avais pris une année sabbatique. Je comprends. L'année 2023-2024. Ouais. J'étais en année sabbatique pour justement essayer de vivre, j'appelle ça ma Pella life, comme la vie de Pella. Ouais. Puis de faire des formations, justement, puis de me promener, puis de faire tous les projets que j'avais vraiment envie de faire. Fait que je l'ai fait pendant 1 an, mais il n'était pas question que je ne retourne pas éducatrice. Mais je le voyais que ça pouvait vraiment lever puis décoller, puis que je pouvais faire des formations à l'infini. J'avais beaucoup de demandes. Ouais. Puis là, tu retombes dans ce mode-là, dans le Pella Life. Oui, parce que je suis retournée, puis pendant 1 an, je voyais toutes les opportunités que je manquais un peu, puis que je me disais, oh non, je veux tout faire en même temps. Fait que je me suis dit, là, je vais le faire. Je vais le faire parce que je peux avoir un impact tellement plus grand, sur un nombre d'enfants tellement plus grand en faisant ça qu'en étant éducatrice. Mais je me dis, justement, les opportunités du local de Pella sont là en ce moment. Ils seront peut-être pas là ça peut changer, oui, c'est ça. Mon travail d'éducatrice va être là à l'infini. Fait que tu retournes dans 5 ans. Je peux y retourner n'importe quand. Ouais. Félicitations, parce que c'est un gros move de courage, puis puis justement, tu dis, j'ai des projets en avant de moi, mais c'est étourdissant pareil de se lancer. Ouais. As-tu hésité longtemps, ta réflexion? Ce que je comprends, c'est que tu as pris cette année pour réfléchir et tester un petit peu là, le local de Pella, puis que tu avais besoin peut-être de vérifier ça. Mais est-ce que tu te souviens du moment de cette décision, peut-être te dire, bon, bah ça y est, c'est maintenant... des fois, tu as des espèces de déclencheurs là, qui t'amènent à prendre cette décision-là? Ben, je pense juste que j'aimais vraiment ma Pella Life. Ma Pella Life. J'aimais vraiment ça. Puis quand je suis retournée au travail, ma directrice savait déjà que c'était pour 1 an. Ouais. Je disais, tu sais, je le fais pendant 1 an, à moins de changements. En fait, au début, je disais, je reviens pour 1 ou 2 ans. Puis là, ça faisait 2 mois que j'étais retournée, puis je voyais justement toutes les opportunités, puis tout le temps qui me manquait pour faire tous ces beaux projets-là. Puis je me suis dit, je l'ai confirmé, tu sais, en juin prochain, là, je vais quitter mon poste permanent. Là, d'ailleurs, cette semaine, je me suis fait sortir de notre groupe Messenger. Aïe! L'équipe, ça me fait mal. Là. Ça m'a vraiment fait mal. Mais tu sais, je continue à avoir plusieurs de mes collègues à l'extérieur. Je continue à dire que je peux faire des remplacements occasionnels quand ils en ont besoin. Je les aime tellement, c'est comme ma famille, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui me fait le plus de mal aussi, puis qui me fait sentir encore plus imposteur de me dire... Tu sais, je suis tellement là, puis dans ma tête, je suis encore éducatrice, là, tu sais. Je vais jamais arrêter de l'être, mais reste que c'est sûr qu'au fil du temps, on oublie tellement rapidement les difficultés, on oublie, on embellit, on romantise la profession d'éducatrice, puis c'est vrai que c'est une super belle profession, là, mais tu sais... Oui, il y a des réalités qui sont moins drôles, là. On oublie la réalité, par contre, fait que ça, je me dis, ouch, ça va-tu m'arriver, tu sais? Oui, puis en même temps, je veux dire, c'est pas parce que pour toi, tu décides de faire ce move-là que tu renies cette profession-là non plus. Non, tu sais, vraiment pas. Non! Puis au contraire, moi, je me dis justement, je veux pas devenir le local de Pella pour être au-dessus de personne. Encore une fois, là, je me sens comme je suis votre serviteur. Je suis votre serviteur. De quoi vous avez besoin? Là? Vous avez besoin d'un autre programme d'entraînement, vous avez besoin des documents gratuits, vous avez besoin d'une formation, vous avez besoin d'un groupe de motivation. Qu'est-ce que vous avez besoin? Là? Je vais être là pour donner des outils. Je suis intéressée de t'entendre là-dessus, justement, parce que nous, enfin, en tout cas, ce que je vais parler pour moi, là, ce que je constate, c'est que on voit de plus en plus une crise identitaire dans le métier autour de la volonté, de la motivation. Tu as des cégeps qui n'ont pas démarré de cohorte parce qu'il y a de moins en moins d'éducatrices qui s'inscrivent. C'est très compliqué d'aller chercher la diplomation pour les personnes qui sont nouvellement arrivées, mais même l'intérêt de la curiosité autour des pratiques éducatives. Comment toi tu perçois ça là, cette perte d'intérêt en fait pour le métier, alors que à t'écouter parler, c'est le plus beau métier du monde. Puis je suis pas loin de penser la même chose que toi, mais qu'est-ce que t'en dis toi de ça, c'est quoi ton regard là-dessus, sur l'évolution du métier qui est en déclin dans la perception, dans la motivation, dans la flamme perdue? Ben, je pense, en fait, qu'il y a beaucoup de flammes perdues pour tous les emplois
9 à 5 un peu. Tu sais, c'est beaucoup, on valorise beaucoup l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, je suis pas bien pour parler, justement, là, le move que je viens de faire en entrepreneuriat, mais on valorise beaucoup de cette liberté-là, puis aussi de faire tout le temps plus d'argent, plus de liberté, plus de voyages, plus de... Tout le temps, plus. Fait que toutes les professions ou les métiers qui sont plus de cœur, humbles, on dirait, ou de cœur, tu sais, que ce soit infirmière, préposée aux bénéficiaires, éducatrice, tu sais, j'ai l'impression que c'est moins valorisé, on accorde moins de points positifs à ça, mais je pense que c'est juste de redorer, justement, l'image de la profession, puis de voir qu'il y a plein d'aspects positifs aussi, là. Puis de voir que c'est... J'ai l'impression qu'on ne le sait pas, c'est qui les éducatrices? C'est qui fait ça, les éducatrices? T'sais, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, là, toute la population, là, on est sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas une grande représentation de ça. T'sais, on est beaucoup dans ce qui est cool là, comme métier. T'sais, quand tu as 16-17 ans, que tu dois choisir ta profession, ce qui est cool, c'est d'aller en marketing, d'aller en communication, en design, en réseaux sociaux. Tout ça, c'est ça qui est attirant. Les professions humaines sont moins attirantes parce que c'est plus exigeant aussi. C'est plus exigeant, mais c'est plus valorisant personnellement, puis t'apprends plus. Il y a une page qui est quand même cool, le local de Pella. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Là. Je trouve que ça met bien en valeur la profession. Ben là, merci. Mais je fais vraiment mon possible. Puis, tu sais, je le fais selon ma vie à moi. Là. Tu sais, moi, je le dis souvent, je suis pas un syndicat, je suis pas pas un organisme, je le fais pour moi, tu sais, vraiment, mais je le fais pour les autres en même temps, mais tu sais, c'est ça. On avait constaté la même chose. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de créer ce podcast-là, là, tu sais, de podcast. Un podcast à la fin de la journée, hein? C'est pour ça qu'ils le savent pas. Grosse journée d'enregistrement. C'est ça. En fait, on constatait qu'il y avait beaucoup de contenu pour les parents. Puis c'est très bien. Puis mais pour les professionnels, destinés aux professionnels, t'avais le local de Pella, t'avais un ou deux... T'as des podcasts qui ont démarré, mais qui n'ont pas nécessairement duré dans le temps. Mais les ressources étaient relativement limitées. T'as évidemment des plateformes de formation formelles, tout ça, puis c'est super intéressant. Mais c'est beaucoup cette volonté-là de dire, mais en fait, nous, ça fait 7 ans qu'on a les 3 garderies. Qu'on a les 3 garderies, on a créé plein de trucs, on a eu 1 milliard de projets, 1 milliard de collaborations. Vous avez des garderies? Ouais, on a 3 garderies. Ouais. Ah, OK. Parce qu'on s'ennuyait un peu, on a créé un podcast aussi, tu vois. C'est ça, c'est pas ça qu'on pourrait faire. Fait que on a eu des gros défis en fait à vivre que tu as vécu également. On a eu puis en même temps des projets incroyables, des collaborations incroyables et on s'est dit mais en fait pourquoi on garderait ça pour nous? Pourquoi moi si j'avais démarré et que j'avais eu ne serait-ce que le quart du podcast comme information, bah peut-être que j'aurais pas trébuché comme j'ai trébuché à des moments, j'aurais pu être mieux aidante pour mon staff à un moment donné, j'aurais pu, tu sais, alors sans se flageller, hein, l'idée c'est pas de dire oh mon Dieu qu'est-ce que j'ai fait, non, mais justement cette expérience-là. Et avec la même dynamique que toi, genre c'est la mienne, hein, les gars. Fait que prenez ce qu'il y a à prendre, tu vois. Et ça vaut pas tout ce que, enfin toutes les expériences au complet, mais c'était de partager beaucoup ça avec la vision aussi entrepreneuriale et de pas être gêné aussi de parler de ça. Tu sais, on a souvent parlé de garderie privée versus CPE. Il y en a qui se font de l'argent et d'autres pas. Et de casser aussi ces représentations-là, de dire mais en fait on est là pour les enfants. C'est ça le sujet. Vous avez un épisode à ce sujet-là? Non, c'est un jour on le fera. Ça fait partie des choses qu'on veut faire. Ça m'intéresse. Ouais, ça fait partie des. Je peux être là. En fait, on s'était dit qu'on allait faire un panel de genre. Parlons des comparaisons. Arrêtons en fait parce que on est en contact avec des associations qui soutiennent des CPE comme des garderies privées parce qu'en fait le but là c'est les enfants en fait. C'est juste ça. T'as la même réalité que tu sois dans un CPE d'une garderie. Après les pratiques de gestion, de leadership, ça se discute et on en parle, mais ta motivation première reste l'enfant à la base, tu vois. Fait qu'il faut remettons l'église au centre du village, hein, c'est un peu ça l'idée. Fait qu'on avait dit, on va inviter des gens pour parler de ces différences-là et puis en même temps finalement finir par dire que c'est la même affaire. Fait qu'on a déjà la fin du podcast. Ah oui? Non, c'est pas vrai. La finalité va être, c'est pas mal pour les enfants. Le besoin est là. Ah oui, ça. Exactement. Oui, mais oui.
Ouais, c'est ça. Oui, mais parce qu'il y a tellement pas beaucoup d'uniformité entre les milieux, tu sais. Ouais. Fait que c'est important d'en parler. Puis même entre CPE ou entre garderies privées, tu sais, c'est très différent. Là, on va souvent dire les CPE, c'est mieux que les garderies privées, mais ça dépend. Moi, ce que je dis à tout le monde, si demain je me pars une garderie privée, je vous jure qu'elle va être de qualité. Fait qu'il faut pas juger les garderies privées si rapidement parce que peut-être que le pourcentage, les statistiques, peu importe, il faut vraiment prendre le temps d'observer, d'écouter, de poser des questions. Ouais, il y a une histoire aussi dans le Québec qui est liée aussi à ça. Aussi, les garderies privées sont arrivées dans un moment, puis il y a eu... T'étais bouché, tu pouvais ouvrir une garderie. Enfin, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a peut-être des connaissances qu'il fallait aller chercher quand même. Tu vois, bref, on pourrait... En effet, tu vois, ce sujet nous anime beaucoup, puis voilà. Et on va arriver bientôt à la fin du podcast. En fait, je te vois faire comme Oui, c'est ça. Je te laisse aller. Non, en fait, OK. Ce qu'on veut à chaque fin de podcast, c'est que les gens aient une pièce d'information qui est ressortie de notre conversation que tu voudrais que les gens retiennent particulièrement. De quoi que tu leur as dit. Je pense qu'on a beaucoup parlé de connexion. Ouais. Connexion avec les autres, autant, sur les réseaux sociaux puis tout ça, là, mais connecter entre nos collègues aussi qu'on a autour de nous que de poser des questions, d'aller chercher chez les autres, tu sais, autour de soi. Fait que de connecter. Je pense que ça résume bien de ce qu'on a parlé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Merci. Et l'humour. Définitivement. J'ai quand même envie de te laisser le loisir d'expliquer maintenant qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui. On a parlé un peu des agendas, on a parlé des formations. Où est-ce qu'on peut te contacter, même si beaucoup de gens le savent déjà? Je veux quand même qu'on te laisse l'opportunité de dire c'est quoi le meilleur canal pour te contacter. Et puis, le local de Pella sur Facebook et Instagram. Puis mes projets, moi, là, je suis là où le vent m'amène. Un roseau dansant. En ce moment, je donne des formations, je vends des agendas, mais tu sais, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, je sais pas trop où je m'en vais encore. Tes formations, est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots, parce que le temps file, mais c'est quoi la formation que tu donnes, par exemple, aux éducatrices? Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Oui, ça s'appelle Éducatrice heureuse. Les informations sont sur mon site Internet, lelocaldepella.com. C'est sur le bien-être des éducatrices. Comment être une éducatrice heureuse. Parfait, ça. Ouais. En chantant. En chantant tout le long. C'est une comédie musicale. C'est ça, exact. Merci beaucoup, Priscilla, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. C'est vraiment chouette. Vous allez de toute façon nous revoir ensemble, au moins à Lyon. Oui. Et peut-être pour d'autres projets à suivre. Mais en tout cas, merci d'être venu. On vous invite évidemment à continuer de la suivre ou à la suivre pour ceux qui ne la connaissaient pas aujourd'hui. On vous retrouve dans un prochain épisode avec plein d'autres invités. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.